Une station-service ordinaire, en bordure d'une petite ville tranquille du Missouri. Trois jeunes hommes, tous du coin, ont pris leur service de nuit en octobre 1941 pour ne plus jamais être revus. Pas de corps, pas de sang, aucun signe de lutte. On s'était servi de la caisse, les lumières étaient encore allumées, et lorsque la police est arrivée le lendemain matin, on aurait dit que les employés s'étaient simplement volatilisés. L'affaire a été classée sans suite. Le bâtiment a été condamné, et pendant 4 décennies, on l'a considéré comme un autre mystère non résolu. Mais en 2021, une trappe scellée fut découverte sous le béton qui s'effritait, une pièce où personne n'était jamais entré, et quelque chose, à l'intérieur, attendait encore. Voici ce qu'ils ont trouvé. Et pour le comprendre, il nous faut remonter à la nuit où tout a commencé. Tout a commencé par un simple chantier de démolition. À l'été 2021, une équipe travaillait juste à l'extérieur de Darlow, Missouri, une ville si calme que la plupart des gens la traversent sans même en retenir le nom. Le site était une ancienne station-service, désaffectée depuis la fin des années 90. Il ne restait qu'une dalle de béton fissurée, un îlot de pompe rouillé et un terrain envahi par les mauvaises herbes, oublié depuis longtemps. La propriété avait récemment été rachetée par une chaîne de quincailleries locale qui cherchait à agrandir son parking. Le travail de l'équipe consistait à déblayer la dalle et à retirer toute vieille tuyauterie. 3 jours après le début des travaux, une des pelleteuses heurta quelque chose de solide, quelque chose qui n'apparaissait pas sur les plans. Ce n'était pas un réservoir de carburant. Le bruit du godet métallique frappant le béton attira l'attention du contremaître. Au début, ils pensèrent à un bloc de support, peut-être une partie du système des eaux usées. Mais en dégageant la terre, les contours d'une trappe renforcée apparurent. D'épais boulons d'acier tout autour du cadre, une poignée soudée par la rouille. Personne dans l'équipe n'avait jamais rien vu de tel. Conformément à la loi, ils signalèrent la découverte au service de l'urbanisme de la ville. En moins d'une journée, le bureau du shérif local boucla le périmètre. La trappe fut finalement ouverte avec des outils industriels, les boulons coupés, les charnières forcées. Ce qui se trouvait en dessous n'était pas un local technique, ni une réserve. C'était une chambre, au mur de béton nu, avec une unique ampoule suspendue au plafond, grillée depuis longtemps. À l'intérieur, les restes d'uniformes, un tabouret en métal, un presse-papier avec une écriture effacée, et dans le coin tout à droite, quelque chose qui fit taire tous les officiers sur place. 3 badges nominatifs usés de la station-service, chacun avec un nom différent, chacun avec une tache de rouille à l'arrière, là où il avait été épinglé à quelque chose qui avait disparu. Aucun corps ne fut retrouvé, mais ce que la chambre suggérait, ce qu'elle hurlait en silence, c'est que quelqu'un avait été là-dessous, 3 personnes, et qu'elle n'en était jamais ressortie. Il faisait froid pour un début d'octobre, pas assez pour un manteau, mais assez pour que les gars du service de nuit aient zippé leur veste de la station-service avant d'entrer. La station Gulf sur la route 6 se dressait à la lisière de Darlow depuis le début des années 60. C'était le genre d'endroit où l'on pouvait faire le plein, prendre un paquet de cigarettes et peut-être s'asseoir 1 minute dans sa voiture en écoutant la radio. Calme, prévisible. Cette nuit-là, 3 employés se présentèrent pour le service. David Rourke, 29 ans, le chef d'équipe. Calme, fiable. Il travaillait aux pompes depuis près de 5 ans. Tommy Geller, 20 ans, avait abandonné l'université. Il travaillait de nuit pour éviter ses parents. Mark Donnelly, 25 ans, ancien mécanicien. Nouveau dans le poste. Ce n'était que sa 3e semaine. Ils ont pointé vers 22 heures. C'est la dernière fois que quelqu'un les a vus. Au matin, la station était vide. Aucun signe d'effraction, pas de vitre brisée. Le tiroir de la caisse était ouvert, mais tout l'argent était là. La cafetière était encore à moitié pleine. Quelques gobelets en papier usagés dans la poubelle. Le camion garé à l'arrière, celui de David, était intact. Le dernier client est passé vers 1h40 du matin. Un livreur qui se dirigeait vers le nord. Il a dit avoir brièvement parlé à Mark, payé son plein d'essence en espèces. Rien d'inhabituel. Les lumières brillaient encore lorsqu'il est reparti.
Mais quand l'équipe du matin est arrivée, juste après 6 heures, les 3 hommes avaient disparu. Leurs manteaux toujours accrochés au porte-manteau, leur chèque de paye de la veille, non ouvert, posé sur le comptoir. Pas de mot d'adieu, aucun signe de lutte, et aucune idée de l'endroit où ils étaient allés. À 8 heures du matin, le département de police de Darlow fut appelé. Un officier arriva, inspecta les lieux et signala par radio qu'il s'agissait probablement d'une fugue. Peut-être que les garçons avaient bu, peut-être que c'était une sorte de blague, mais les familles n'y croyaient pas. Le père de David se présenta une heure plus tard, furieux. Il dit que son fils ne disparaîtrait pas comme ça, que David avait un rendez-vous chez le dentiste le lendemain et qu'il venait de mettre des pneus neufs sur son camion. Il dit que David ne laissait jamais la caisse ouverte. La mère de Tommy vint aussi. Elle pleurait déjà avant même de sortir de sa voiture. Ce n'est pas le genre de garçon à s'enfuir, répétait-elle. Le propriétaire de la station, un homme nommé Jack Kessler, fut appelé vers 9h30. Il déverrouilla le bureau à l'arrière et vérifia les registres. Rien ne manquait. Pas d'argent, pas de pièces, pas de stock d'essence manquant. La seule anomalie qu'il remarqua fut que la porte de l'entrepôt arrière, normalement verrouillée, était déverrouillée. Pas forcée, juste ouverte. L'officier qui est intervenu a rédigé le rapport. 3 hommes adultes. Aucune preuve de lutte. Aucune raison de croire à un acte criminel. Le journal des appels ne montrait aucune activité au 911 pendant la nuit, et rien n'avait été signalé dans la région. L'affaire fut classée comme une disparition volontaire et transmise au bureau du shérif pour suivi. Mais le suivi n'est jamais vraiment venu. Dans les petites villes, les histoires meurent vite quand il n'y a rien de neuf à raconter. Après les premières semaines, les gens ont cessé de poser des questions. Quelques rumeurs ont circulé. Quelque chose à propos d'une fille à Columbia, ou les 3 hommes partant pour le Texas pour un travail dans la construction. Mais rien de concret. Rien qui ne tienne la route. Finalement, la station-service a changé de propriétaire. Puis elle a fermé. Puis elle est restée là, silencieuse et vide. Et les familles sont restées avec leur seule question. L'enquête officielle n'a pas duré longtemps. Une semaine après la disparition, l'adjoint Glenn Mercer, qui n'avait que 3 ans de service, fut chargé de l'affaire. Il a suivi les procédures habituelles, entretien, déclaration des familles, vérification des activités bancaires et des registres des véhicules. Rien. Aucun des hommes n'avait retiré d'argent. Aucun sac n'était fait. Aucun appel n'avait été passé depuis le téléphone public de la station. Il n'y avait pas non plus beaucoup de preuves matérielles. Pas de sang, pas de serrure forcée. Les registres des pompes ne montraient aucune activité inhabituelle. Le parking arrière était en gravier et en terre. Les empreintes de pas étaient inutilisables après 2 nuits de pluie fine. L'adjoint Mercer a soumis son premier rapport avec une note qui disait « Aucun signe d'acte criminel, mais ça ne ressemble pas à une disparition volontaire. Recommande un examen plus approfondi. » Cet examen n'a jamais eu lieu. La semaine suivante, Mercer fut retiré de l'affaire. Elle fut confiée à un enquêteur principal du bureau du shérif, le détective Calvin Price. Mais Price ne mena qu'un seul entretien avec le propriétaire de la station-service. Après cela, il déposa un bref résumé, concluant que les 3 hommes avaient probablement choisi de laisser leur vie derrière eux, et qu'aucune autre mesure n'était nécessaire, à moins que de nouvelles informations n'apparaissent. Mercer n'était pas d'accord avec cette conclusion. En privé, il conserva certaines des notes qu'il avait écrites. L'une d'elles, retrouvée des années plus tard dans une boîte de vieux dossiers, comprenait une seule phrase griffonnée dans la marge. « Je sens qu'il y a quelque chose sous la surface, quelque chose que nous n'étions pas censés trouver. » Pas de couverture médiatique, pas d'affiche de recherche après le premier mois, pas de récompense. L'affaire a été archivée, et pendant les 4 décennies suivantes, personne n'y a touché, jusqu'à ce que la trappe soit trouvée. Elliot Crane n'avait jamais voulu revenir à Darlow.
Il avait quitté le Missouri à la fin des années 90 et n'y était revenu que 2 fois. Une fois pour l'enterrement de sa mère et une autre pour vendre le reste de la propriété familiale. Mais lorsqu'il reçut le message vocal de sa cousine Wendy, quelque chose dans sa voix le fit arrêter ses bagages et s'asseoir. Elliot, je sais que ce genre de choses ne t'intéresse plus, mais je voulais que tu l'apprennes de moi. Ils ont trouvé quelque chose sous l'ancienne station Gulf, celle où travaillait oncle David. Je pense, euh, je pense que c'est lié à ce qui lui est arrivé. Cet homme. Elliot écouta le message 2 fois, puis reprit la route le lendemain matin. Cela faisait 40 ans que son oncle, David Rourke, avait disparu avec 2 de ses collègues. À l'époque, Elliot n'était qu'un garçon. 6 ans. Trop jeune pour comprendre pourquoi sa mère pleurait tous les soirs cette semaine-là, pourquoi son grand-père avait cessé de parler. Pourquoi, après ça, plus personne ne prononçait le nom de David. Elliot était devenu journaliste dans la vingtaine, avait commencé dans le reportage criminel, était passé d'un journal à l'autre, avait pris des contrats en freelance. Rien de majeur. Finalement, il s'était tourné vers le travail d'enquête au long cours, les podcasts de true crime, les articles historiques, le genre de contenu tranquille dans lequel les publics plus âgés aimaient se plonger. Il gagnait sa vie en posant des questions que personne ne voulait revisiter. Et maintenant, l'une de ces questions revenait le hanter. Il arriva à Darlow juste avant le crépuscule. La ville n'avait pas beaucoup changé. Les 2 mêmes feux de circulation au centre-ville, le même dîner poussiéreux sur la 5e rue. Il se gara devant la maison de sa défunte tante, la sœur de David, et fut accueilli par une étreinte et un regard inquiet. Elle ne perdit pas de temps en politesse. « C'est vrai, Elliot. Les gens du shérif ont dit qu'il y avait une pièce là-dessous, sous la station-service. Ils n'en diront pas plus, mais un des gars de l'équipe a appelé mon gendre. Il a dit qu'il y avait des badges nominatifs là-dedans, 3. Sur l'un, il y avait écrit « David ». Juste David. Elliot resta assis en silence. Ce fut comme si on lui avait posé une brique sur la poitrine. Cette nuit-là, il déballa son vieil enregistreur, un bloc-notes jaune et un appareil photo à l'objectif fissuré. Il ne savait pas encore ce qu'il cherchait, mais il était bien décidé à découvrir pourquoi 3 hommes avaient disparu et pourquoi sa famille n'avait jamais eu de réponse. Il était plus de minuit quand Elliot monta au grenier. Il n'avait pas l'intention d'y aller, mais la maison craquait d'une manière qu'il ne reconnaissait pas, le genre de bruit qui vous tienne éveillé quand votre esprit est déjà en surchauffe. Alors il grimpa les escaliers étroits, lampe de poche à la main, et fouilla parmi l'isolation oubliée et les boîtes en carton qui s'effritaient. Il ne cherchait rien en particulier, mais c'est alors qu'il trouva la caisse. Elle était coincée derrière un vieux cadre de lit, partiellement affaissé sous son propre poids. Il enleva la poussière. Sur le couvercle, le nom de David, écrit au marqueur noir, estompé mais toujours lisible. À l'intérieur, il y avait des papiers, des photographies, un écusson d'uniforme Gulf et une enveloppe brune usée portant la mention « S'il m'arrive quelque chose ». Elliot s'assit en tailleur, la lampe de poche posée sur son genou, et ouvrit l'enveloppe. Il n'y avait pas de lettre, juste une cassette audio, toujours dans son boîtier en plastique, avec l'étiquette 6 octobre à l'encre noire, et glissée derrière la cassette, une photo en noir et blanc. 3 hommes debout devant les pompes de la station-service, souriants, David au milieu, les 2 autres visages inconnus. Au dos, de l'écriture de David. Dernier service, avant que tout ne change. Elliot regarda la cassette dans ses mains. Il ne le savait pas encore, mais ce qui se trouvait sur cette cassette allait changer tout ce qu'il croyait savoir sur 1981 et sur ce qui s'était passé sous terre. Dans une ville comme Darlow, on n'avait pas besoin d'un CV pour se faire embaucher à la station-service. Il suffisait d'être connu. Les 3 hommes qui ont disparu le 7 octobre 1981 n'étaient pas des étrangers. C'étaient des gars ordinaires, des locaux, des visages familiers au dîner, à la quincaillerie, au pique-nique municipal chaque été. Rien chez eux ne criait au mystère. Mais plus Elliot creusait, plus il réalisait qu'ils n'étaient pas tous aussi simples qu'ils en avaient de l'air.
David Rourke travaillait à la station Gulf depuis 1976, un homme calme et fiable, doté d'un esprit vif et d'un sens de l'humour pince sans rire. Il vivait avec sa sœur, la mère d'Elliot, après une rupture difficile 2 ans plus tôt. Ses amis le décrivaient comme quelqu'un de posé, secret, mais farouchement loyal. Il ne buvait pas, ne fréquentait pas de mauvaise compagnie et se présentait toujours à l'heure au travail. Tommy Geller, tout juste 20 ans à l'époque, avait grandi à Darlow mais avait passé 1 an dans une université de Springfield avant d'abandonner. Certains disaient qu'il était revenu avec une certaine amertume. D'autres disaient simplement qu'il n'était pas fait pour les études. Il avait l'esprit vif et la langue acérée. Les gens l'aimaient de bien, même s'il gardait les autres à distance. Ses parents disaient qu'il prenait le service de nuit pour économiser pour sa propre voiture. Sa jeune sœur se souvenait qu'il avait commencé à beaucoup écrire dans un carnet cet automne-là. Personne ne l'a jamais retrouvé. Mark Donnelly, 25 ans, était le nouveau venu. Il n'avait déménagé à Darlow que 2 mois auparavant. La rumeur disait qu'il avait grandi dans l'Ohio et avait enchaîné les boulots de mécanicien depuis le lycée. Le gérant de la station Gulf a dit qu'il avait embauché Mark parce qu'il travaillait dur et ne posait pas de questions stupides. Mark ne parlait pas beaucoup de son passé, mais les quelques amis qu'il s'était faits le décrivaient comme quelqu'un de correct, de discret, et peut-être un peu seul. Il louait une chambre au-dessus de l'ancien bureau de poste, payait en espèces et ne manquait jamais un service. 3 hommes. Pas de casier judiciaire, pas d'ennemis, aucune raison claire de disparaître. Ce qu'ils avaient en commun, remarqua Elliot, c'était la proximité. Tous les 3 étaient de service cette nuit-là. Tous les 3 étaient à l'aise avec le travail physique. Et tous les 3, à un moment donné, avaient été laissés seuls avec le parking arrière de la station et le système de pompe. Un détail qui prendrait plus de poids plus tard dans l'enquête. Elliot griffonna des notes sur son carnet. Classe ouvrière, intelligent, pas de motif fort pour fuir. Il entoura un mot 2 fois. Routine. C'est ce qui rendait la chose troublante, car si une chose pareille pouvait arriver à 3 types ordinaires menant des vies routinières, quoi d'autre était possible? Les dernières interactions à la station Gulf cette nuit-là provenaient d'une poignée de clients, dont aucun, à l'époque, n'avait de raison de se souvenir de sa visite. Mais Elliot les a retrouvés. Grâce à de vieux journaux d'appel, des reçus et une pile poussiéreuse de notes de police laissées dans les archives du service de l'urbanisme, il a reconstitué qui était passé entre 22 heures et 2 heures du matin cette nuit-là. Le dernier client confirmé était John Price, un livreur de Kansas City. À l'époque, il effectuait des trajets de nuit à travers le Missouri pour une petite entreprise de logistique. Elliot l'a retrouvé vivant dans une maison de retraite à Jefferson City. John ne se souvenait pas de grand-chose, juste que la station était bien éclairée et que les pompes fonctionnaient. Il a payé son essence avec un billet de 10 dollars et a brièvement parlé à un jeune homme qui semblait distrait, mais poli. Il a regardé par-dessus son épaule plusieurs fois, se souvint John, comme s'il attendait que quelqu'un d'autre sorte de l'arrière. Elliot lui montra une photo des 3 employés. John désigna Tommy. C'est lui. C'est lui qui était à la caisse. Un autre nom a fait surface dans un autre dossier, Georgia Lane, alors âgée de 43 ans, qui avait appelé pour demander si elle avait laissé son sac à main à la station plus tôt dans la soirée. Elle a parlé à quelqu'un au téléphone juste après minuit, sans savoir à qui, mais elle se souvenait de la voix. Il était calme, a dit qu'il n'avait pas vu de sac à main, mais qu'il vérifierait à nouveau. Il avait l'air fatigué. Ce fut la dernière interaction téléphonique connue depuis la station. Après minuit 10, aucun autre appel sortant ou entrant n'a été enregistré. La seule véritable bizarrerie provenait d'une déclaration non signée dans le dossier de la police, manuscrite, à peine lisible. Elle mentionnait une camionnette garée sur le parking arrière, feu éteint, peu avant 2 heures du matin. Le témoin ne s'est pas arrêté, il est juste passé sur la route 6 et a trouvé étrange que quelqu'un soit là si tard. La police n'a jamais donné suite à cette observation.
Elliot ajouta la note à son dossier. Un parking arrière, des feux éteints, un témoin. Aucune résolution. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce que les familles n'avaient jamais eu. C'était la première vraie fissure dans l'histoire officielle. Dans presque tous les mystères de petites villes, il y a toujours ce détail qui détonne, non pas parce qu'il est clair, mais parce qu'il n'est jamais expliqué. Pour Darlow, en 1981, ce détail était l'homme au manteau de cuir. Elliot trouva la référence enfouie dans un rapport d'entretien supplémentaire, manuscrit, non tapé, par l'adjoint Mercer, daté du 9 octobre, 2 jours après la disparition. Le témoin était un jeune de 17 ans nommé Calvin Drake, qui était assis devant le diner ouvert toute la nuit, juste en face de la station Gulf. Il attendait qu'un ami termine son service en cuisine et était sorti fumer une cigarette quand il remarqua quelqu'un de l'autre côté de la route. Un grand type, écrivit Calvin, portant un manteau de cuir sombre, juste debout, près des buissons derrière la station. Il n'avait pas l'air ivre, pas l'air perdu. Il ne faisait qu'observer. Selon l'entretien, Calvin a vu l'homme 2 fois, une fois vers 1h15 du matin, et de nouveau vers 1h50, marchant derrière la zone du garage vers l'arrière de la station. Calvin a dit que l'homme ne l'avait jamais regardé, n'avait jamais parlé, il marchait simplement d'un pas décidé. Il a supposé que c'était quelqu'un qui y travaillait. Elliot a poursuivi ses recherches, se demandant pourquoi cela ne faisait pas partie du rapport principal. Il s'est avéré que la déclaration de Calvin n'a jamais été officiellement classée. Une note dans la marge de l'entretien disait « Témoin mineur, fiabilité incertaine, pas de suivi demandé ». C'était tout. Pas de portrait robot, pas de vérification d'antécédents. Juste un haussement d'épaule et un papier mis de côté. Mais ce qui ressortait, ce n'était pas seulement la présence de l'homme, c'était l'endroit où il avait été vu. Le parking arrière, exactement la même zone où la pièce souterraine a été découverte 40 ans plus tard. Elliot entoura à nouveau ce détail dans ses notes. Qui que soit cet homme, il n'était pas perdu. Il ne flânait pas. Il était près de quelque chose, attendant peut-être quelqu'un, ou peut-être les regardant entrer. À son 3e jour à Darlow, Elliot avait réussi à obtenir l'accès aux enregistrements originaux des entretiens de 1981, archivés, mis en boîte et pour la plupart ignorés. La cassette numéro 1 était étiquetée Jack Kessler, gérant de la station, 8 octobre 1981. Elliot lança l'audio sur un vieil enregistreur dans le bureau du grenier. La bande grésilla d'abord, puis devint claire. Déclinez votre identité pour l'enregistrement. Jack Kessler. Je gère la station Gulf sur la route 6. La voix de Kessler était égale, un peu rocailleuse, la voix d'un homme qui avait passé des années au milieu des moteurs et du vent glacial. Dites-nous ce que vous avez trouvé en arrivant à la station ce matin. Tout était normal, trop normal. La caisse était ouverte, les clés étaient là où elles devaient être. Le café était encore chaud, personne en vue. Quelque chose qui n'était pas à sa place? Oui, la porte de l'entrepôt arrière était déverrouillée. On ne la laisse jamais comme ça. Jamais. Est-ce qu'il manquait quelque chose? Non. C'est ça qui était étrange. Tout était là, sauf les gens. Il y eut une pause, puis une section plus silencieuse de la bande. Kessler s'était rapproché. Écoutez, je ne devrais probablement pas dire ça, mais il y a toujours eu quelque chose de bizarre avec cette propriété. J'ai repris la station en 64. Le premier hiver où on était là, la pompe de puisard a reflué après un gel, inondant la moitié de l'arrière-salle. Ça va? Vide. Quand nous avons entrepris de nettoyer, nous avons découvert une plaque de béton qui ne correspondait pas au reste de la dalle, comme si elle avait été coulée plus tard. Sur le moment, nous n'y avons pas prêté attention. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. L'entretien se terminait par une note finale, non pas enregistrée, mais manuscrite sur l'étiquette du dossier. Entretien de suivi annulé. Le sujet a demandé à ne plus être contacté. Elliot se renversa dans son fauteuil. Cette plaque de béton dépareillée, elle devait se trouver juste au-dessus de la trappe découverte par l'équipe de construction en 2021.
Quoi que ce fût qui se cachait sous la station-service, c'était là depuis des décennies, et quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour le garder secret. 12 jours après la disparition des 3 ouvriers, la remise de stockage derrière la station-service prit feu. C'était aux alentours de 4 heures du matin, juste avant le lever du soleil. Personne n'a vu le départ de l'incendie, mais une voiture de police en patrouille a remarqué la fumée et a alerté les pompiers. Quand les secours sont arrivés, la remise était déjà entièrement la proie des flammes. La structure n'était pas bien solide. Une simple cabane à ossature de bois avec un toit en tôle, servant principalement à entreposer de vieilles enseignes et des produits de nettoyage en gros. Le feu ne s'est pas propagé à la station elle-même, mais les dégâts étaient totaux. Rien à l'intérieur n'était récupérable. Ce qui était frappant, c'était ce qui manquait. Selon un rapport d'inspection datant du début des années 80, la remise avait récemment servi à stocker plusieurs boîtes de vieux dossiers d'employés, des registres d'équipements et des rapports mécaniques, des documents remontant à plus de 10 ans. Le gérant les y avait déplacés lors d'un grand nettoyage plus tôt dans l'année. Il n'avait jamais pris le temps de les détruire. Ils étaient tous partis en fumée. Le rapport officiel du chef des pompiers qualifiait la cause de indéterminée. Aucune preuve d'incendie criminel, aucun accélérant trouvé. Mais certains détails clochetaient pour les pompiers intervenus. Premièrement, le feu avait brûlé de manière intense et rapide, trop rapide pour une remise si peu remplie. Deuxièmement, le loquet de la porte avait été forcé avant l'incendie. Il n'avait pas fondu sous la chaleur, il avait été clairement ouvert de force. Et troisièmement, personne ne s'était manifesté pour signaler l'incendie, bien qu'un voisin ait mentionné avoir vu un véhicule de couleur sombre garé près de la clôture arrière environ 1 heure avant que les flammes ne soient visibles. L'affaire n'a jamais été suivie. Elliot a retrouvé le rapport d'incident enfoui dans un classeur intitulé « Perte matérielle non criminelle », sans même être rattaché à l'affaire de disparition. Mais ce qui le troublait le plus, c'était le timing. Pas un jour ou deux après la disparition, mais près de 2 semaines plus tard. Assez longtemps pour que l'histoire se tasse, assez longtemps pour que les gens passent à autre chose. Cet incendie ne semblait pas aléatoire. Il ressemblait à un nettoyage. Et quoi qu'il y ait eu dans cette remise, quels que soient les vieux documents ou les registres de maintenance qui auraient pu lier la station Gulf à quelque chose de souterrain, tout était parti en fumée. Le 4e jour de son séjour à Darlow, Elliot se rendit aux archives du comté, un bâtiment poussiéreux en périphérie de la ville où les vieux permis de construire, formulaires fiscaux et documents d'inspection allaient mourir. Il ne s'attendait pas à grand-chose, mais coincé entre 2 plans moisis et une enveloppe de certificats d'occupation expirés, il trouva une petite bobine de film en métal étiquetée sobrement. Station Gulf, octobre 1981, KM3. C'était un film muet de 8 mm. Pas une bande vidéo, la norme à l'époque pour les caméras à détection de mouvement utilisées dans les bâtiments industriels ou les systèmes de sécurité qui n'étaient pas encore passés au numérique. Elliot l'emprunta et l'emmena chez un ancien collègue à Springfield qui possédait encore un convertisseur de bobines vers le numérique en état de marche. Ils traitèrent les images en silence, image par image, les yeux rivés sur l'écran. Le film était sombre, granuleux, mais le contenu était sans équivoque. Il montrait le parking arrière de la station Gulf, avec l'horodatage dans le coin inférieur. De minuit à un peu plus de 2 heures du matin, rien d'anormal. Quelques ombres projetées par le lampadaire, les silhouettes vagues de camions-citernes sur l'autoroute. Puis, juste après 1h50, un mouvement. Une silhouette entra dans le champ, s'arrêtant près de la limite de portée de la caméra. Un homme, large d'épaules, vêtu de sombre. Il se tenait face à l'arrière du bâtiment, immobile, ne marchant pas, observant simplement. Après près de 30 secondes, il sortit du champ. Quelques minutes plus tard, une deuxième silhouette apparut, mais pas de la même direction. Celle-ci se déplaçait accroupie, près du bord du chemin de gravier derrière la station, puis, aussi vite qu'il était arrivé, il plongea dans ce qui semblait être une ombre ou une cavité dans le sol. On ne voyait pas clairement où il était entré, mais Elliot figea l'image. Cela ressemblait à une brèche dans la terre. Pas tout à fait un trou, plutôt une entrée, du genre de celle qu'on couvrirait d'une trappe. La caméra continua d'enregistrer jusqu'à 2h
3. À 2h04, le film se termina par un scintillement. Pas de sortie, pas de retour des ouvriers, juste le silence. Elliot fixait l'arrêt sur image. Cette ombre, ce creux dans le sol. La caméra qui n'était censée n'avoir jamais existé avait capturé ce que personne n'avait jamais vu. Le moment où le sol s'était ouvert et avait avalé 3 hommes d'un seul coup. Le 5e matin de son séjour à Darlow, Elliot se gara de l'autre côté de la route, en face de l'ancienne station Gulf. Elle semblait plus petite que dans ses souvenirs. L'auvent au-dessus des pompes s'était effondré depuis longtemps, ne laissant derrière lui qu'une carcasse d'acier rouillé et du béton taché d'huile. Les mauvaises herbes poussaient dans chaque fissure du bitume. Le bâtiment principal était placardé depuis des années. Des planches de contreplaqué clouées sur les fenêtres, le verre en dessous brisé ou jauni par le temps. La porte d'entrée était fermée par une chaîne, bien que le cadenas semblât plus décoratif que fonctionnel. Il resta dehors un moment, laissa l'air se poser, laissa les sons revenir. Des oiseaux, un camion grondant au loin, et le faible bourdonnement des lignes électriques. Aucune voiture ne passa dans un sens ou dans l'autre pendant au moins 5 minutes. C'était le calme plat. La station avait officiellement fermé en 1998, après une deuxième tentative de reprise ratée et une coûteuse inspection de l'EPA concernant une fuite de réservoir de carburant. Depuis, elle était restée là. Personne ne l'avait achetée. Personne ne l'avait démolie. Le terrain avait été mis aux enchères à plusieurs reprises, toujours retiré en raison d'un examen de zonage en attente. Mais après la récente découverte, après que l'équipe de construction eut accidentellement heurté de l'acier, la propriété avait de nouveau été scellée par le comté. Du ruban jaune s'étendait le long du périmètre ouest et un avis affiché par le bureau de l'urbanisme flottait dans la brise. Elliot avait passé quelques appels la veille au soir, fait jouer de vieilles faveurs, leur disant qu'il travaillait sur un article historique. Quelqu'un au bureau des archives avait accepté de lui accorder un accès temporaire à la propriété à des fins photographiques. Il signa une décharge de responsabilité. C'était suffisant. Il franchit le ruban de sécurité et se dirigea vers le parking arrière. Le bâtiment lui-même semblait être une coquille vide. Il avait été vidé de son sens il y a des années, une structure sans but, abandonnée par la mémoire. Mais derrière, au-delà du gravier qui s'était depuis longtemps transformé en terre, le véritable site attendait. Et elle était là, une épaisse dalle de béton, brisée en son centre où l'équipe avait creusé. Le sol autour avait été déblayé à la hâte, maintenant recouvert d'une bâche bleue maintenue par des parpaings. Une trappe en acier, moderne et boulonnée, avait été installée sur l'ouverture. Elliot s'accroupit à côté et passa la main sur la surface. Elle était froide, même au soleil. Il ferma les yeux et essaya de se les représenter. David, Tommy, Marc, vivants, jeunes, debout ici cette nuit-là. Ignorant que sous leurs pieds, le sol attendait. La trappe ne s'ouvrit pas facilement. Même le boulon retiré, il fallut à Elliot 2 fortes tractions pour soulever le couvercle assez haut pour voir à l'intérieur. Les charnières émirent un long gémissement métallique qui résonna contre la structure vide environnante. Ce n'était pas profond, peut-être 3 ou 4 mètres. Une vieille échelle en acier, boulonnée au mur, menait directement à une pièce en béton pas plus grande qu'un petit bureau. L'air qui en montait était froid, sec et teinté de poussière. Il descendit lentement, une botte après l'autre, jusqu'à ce que ses 2 pieds touchent la surface dure en dessous. C'était calme, immobile. Le faisceau de sa lampe de poche balaya la pièce. Pas de meubles, pas de tuyaux ni de fils, juste 4 murs de béton nu, à l'exception de vieux ancrages métalliques le long de la base, peut-être pour des étagères, peut-être pour autre chose. Dans le coin le plus à gauche se trouvait ce pourquoi il était venu. Un petit tas d'objets, scellés dans un sac de preuves transparent. 3 objets, étiquetés, et laissés là par l'équipe de la police scientifique des semaines plus tôt. Objet 1. Un badge nominatif de la station-service Gulf, D. Rourke. Décoloré, légèrement tordu, de la rouille autour de l'épingle. Objet 2.
Une montre, numérique, bloquée à 1h56. Objet 3. Un briquet, de la marque Show Me State, ébréché et vide. Mais il n'y avait pas de sang, pas de vêtements, aucun signe de restes humains. Juste l'impression que quelqu'un, peut-être 3 personnes, avait été là en bas, et qu'ils n'étaient pas partis de leur plein gré. Alors qu'Elliot se tenait là, le faisceau de la lampe de poche attrapa quelque chose sur le mur près de l'échelle. Une trace faible, presque invisible sous la poussière. Il s'approcha et essuya la surface avec sa manche. C'était une marque, un chiffre, 4, écrit au marqueur noir, seul. Il n'y avait que 3 hommes disparus. Alors qui ou quoi était le 4e? La première chose qu'Elliot remarqua fut à quel point la pièce semblait stérile. Même avec la lampe de poche découpant un cercle dans l'obscurité, l'endroit ne dégageait aucune impression d'utilité. Pas d'étagère, pas de tuyaux, pas de drain, pas de meubles, juste du béton froid et le bourdonnement lointain du silence qui pesait de tous côtés. Mais quelque chose sur le mur du fond attira son attention. Près du sol, partiellement recouvert par la poussière et le temps, se trouvait un groupe de marques de grattage. Pas aléatoires, mais délibérées. Des lignes gravées dans la pierre, inégales et usées. 4 traits parallèles, puis un 5e les barrant. Un décompte classique. Quelqu'un avait tenu le compte de quelque chose, ou compté les jours. Il photographia les marques, puis se tourna de nouveau vers le sac de preuves. La montre numérique, figée à 1h56, s'était probablement arrêtée à cause d'une batterie épuisée. Mais quelque chose dans ce chiffre semblait étrange. Trop précis. Elliot nota de comparer cette heure avec les images du film 8 mm. Le badge nominatif était sans aucun doute celui de son oncle. David Rourke. Même usé, Elliot pouvait reconnaître les lettres d'après de vieilles photos de famille. Il était légèrement tordu, comme s'il avait été arraché d'un tissu ou pressé trop fort contre une surface. Mais l'objet le plus personnel était le briquet. Show Me State, lisait-on, le surnom du Missouri. Ébréché, décoloré et noirci près de la charnière. Elliot s'en souvenait. Il avait vu David l'ouvrir d'un coup de pouce un été, assis sur le porche, allumant des feux d'artifice avec un grand sourire. C'était la seule chose dans cette pièce qui semblait humaine. Et pourtant, quelque chose clochait encore. Si cet espace servait de stockage, pourquoi n'y avait-il pas de poussière au sol? Pourquoi ces marques de grattage? Pourquoi le chiffre 4, écrit près de l'échelle, alors que seulement 3 hommes avaient disparu? Elliot resta silencieux, laissant les questions s'accumuler. Puis il remonta de la chambre, verrouilla la trappe derrière lui et se rendit directement au seul endroit qui pourrait encore avoir un équipement audio capable de lire une cassette de 1981. Il en avait assez de deviner. La cassette était vieille, légèrement déformée, l'étiquette presque effacée. 6 octobre, pouvait-on lire, la veille de la disparition. Elliot l'inséra dans le lecteur d'un laboratoire audio d'un collège communautaire à Springfield. Un ami l'avait laissé entrer après les heures de fermeture. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux vrombissement du magnétophone qui s'enclenchait. Il appuya sur lecture. Un instant, rien. Puis du grésillement. Et enfin, une voix. Test. Ok. Ça devrait enregistrer maintenant. Dave, si tu trouves ça, ne le dis pas à Jack, d'accord? Écoute juste. La voix était jeune, nerveuse, un peu essoufflée. C'était Tommy Geller. On vérifiait le drain de stockage hier soir après la pluie, celui derrière le parking. Marc pense qu'il y a un vide sanitaire en dessous, mais c'est scellé. On a trouvé de vieilles charnières, peut-être un panneau, mais le béton est bizarre. Il a l'air plus récent que le reste, comme s'il avait été rebouché. Bref, on va y jeter un autre coup d'œil ce soir. Sush. La bande grésilla. Si je me trompe, tant pis, je te devrai une bière. Mais si j'ai raison, s'il y a quelque chose là-dessous, je veux juste qu'il soit consigné que j'ai dit quelque chose. Une pause, des bruits de pas en arrière-plan. Puis,
plus doucement. Marc est sur les nerfs toute la journée. Il n'arrête pas de dire qu'il a entendu un bourdonnement, comme un générateur. Mais il n'y a rien là derrière. Rien qu'on puisse voir en tout cas. La bande siffla de nouveau. Une autre pause, puis les derniers mots, juste avant la fin de l'enregistrement. Si on n'est pas de retour au lever du soleil, va peut-être voir sous la dalle. Clic. Elliot resta figé. La pièce autour de lui semblait plus froide maintenant, comme si la température avait chuté de plusieurs degrés. Cette cassette n'était pas une farce. Ce n'était pas le délire paranoïaque de quelqu'un. C'était un avertissement. Un avertissement que personne n'avait jamais entendu jusqu'à présent. Et la question qui flottait dans le silence était claire. Qu'avait-il trouvé sous la dalle ? Le nom était apparu 2 fois. L'adjoint Glenn Mercer, le jeune officier qui avait pris le rapport de disparition initiale en 1981 et qui avait discrètement mis en doute la version officielle. Son écriture était partout dans les premiers dossiers de l'affaire. Ses notes étaient plus détaillées que la plupart. Et surtout, c'était lui qui avait écrit « On sent qu'il y a quelque chose sous la surface ici, quelque chose que nous n'étions pas censés trouver. » Au moment de la disparition, Mercer n'avait que 26 ans. Maintenant, dans la soixantaine, il avait pris sa retraite des forces de l'ordre plus de 10 ans auparavant et avait depuis déménagé dans une petite propriété juste à l'extérieur d'Osceola, à environ 2 heures au sud de Darlow. Elliot fit le trajet sans aucune garantie de coopération. Il savait comment ces visites se déroulaient habituellement. Soit la personne se réjouissait de l'occasion de parler, soit elle claquait la porte à la seconde où un magnétophone apparaissait. Mercer se situait quelque part entre les deux. Il ouvrit la porte avec un léger boitement et une expression méfiante, s'appuyant lourdement sur le cadre. Ses cheveux s'étaient clairsemés, mais ses yeux étaient vifs. Trop vifs pour quelqu'un qui prétendait avoir tourné la page. Elliot se présenta, mentionna son oncle, David Rourke, dit qu'il travaillait sur un article sur la disparition et espérait que Mercer pourrait lui accorder quelques minutes. L'adjoint à la retraite ne parla pas tout de suite. Il se contenta de regarder Elliot, de le dévisager vraiment, puis, d'une voix sèche, il dit « Je me demandais quand quelqu'un de cette famille viendrait frapper à ma porte. » Ils s'assirent sur la terrasse arrière. Pas d'enregistreur, juste des notes. Mercer ne parla ni de fantômes, ni de conspiration. Il n'échafauda aucune théorie extravagante. Ce dont il parla, c'était de procédure. Le genre de procédure qui est ignorée dans les petites villes quand les choses deviennent inconfortables. Dès le premier jour, cette affaire puait, dit-il. 3 hommes adultes disparaissent. Aucun signe de lutte, rien de volé. Personne ne parle. Et puis, ils m'ont mis sur la touche, au bout de 2 semaines. M'ont dit d'arrêter de poser des questions. M'ont dit qu'il n'y avait pas d'acte criminel. Mais j'ai vu ces rapports, j'ai vu le plan de la propriété. Elliot l'interrogea sur la trappe, sur la dalle de béton. Mercer hocha lentement la tête. Cette dalle ne figurait pas sur les plans de construction originaux. J'ai essayé de le signaler, de poser la question au propriétaire. Il s'est renfermé comme une huître. Puis, une semaine plus tard, la remise brûle. Tous ces dossiers disparus. Il détourna le regard un instant, puis ajouta « Je pense que quelqu'un a construit quelque chose sous cet endroit il y a longtemps, et quand ces garçons se sont approchés de le découvrir, quelqu'un s'est assuré qu'ils ne parleraient pas. » Elliot se pencha en avant. « Vous pensez que c'était un meurtre ?» Mercer secoua la tête. « Non. Je pense que c'était quelque chose de pire. » Elliot quitta Osceola avec 2 choses. Un bloc-notes usé et rempli de noms et de dates que Mercer avait conservé dans un classeur depuis 1981. Et une seule phrase qui ne le quittait plus. « Je pense que c'était quelque chose de pire. » De retour à Darlow, il apporta la liste au bureau local de l'urbanisme. C'était un endroit modeste. Un comptoir, quelques armoires métalliques
et une employée qui semblait n'avoir pas eu de visiteurs depuis des heures. Elliot demanda les permis de construire, en particulier tout ce qui concernait la station Gulf entre 1965 et 1981. L'employé fit une recherche sur l'ordinateur, puis fronça les sourcils. « Le dossier de cette station est léger, dit-elle. Genre, trop léger. » Elliot demanda les archives physiques. Après une longue recherche, elle revint avec un unique dossier poussiéreux. À l'intérieur se trouvaient les bases, les titres de propriété, un certificat de conformité des réservoirs de carburant de 1978 et un schéma approximatif de l'empreinte du bâtiment. Rien sur la dalle, rien sur des travaux souterrains, pas de nom d'entrepreneur, pas de plan. Mais au fond du dossier se trouvait une facture à moitié déchirée. Elle était pâle, mais lisible. Septembre 1969. Livraison de ciment. Qualité renforcée. Emplacement. Parking arrière. Ordre de travail 781 restrict. Pas de nom d'entreprise, pas de signature, juste un numéro de téléphone. Elliot l'appela ce soir-là. La ligne était coupée, mais une recherche inversée le mena à une entreprise de construction qui n'existait plus. Thomson & Ellis Contracting, dissoute en 1985, après que l'un de ses partenaires eût été condamné pour déversement illégal de déchets dans le Missouri rural. Il n'y avait pas d'autres archives, personne à appeler, personne à qui demander. C'était comme si l'entreprise et le travail qu'elle avait accompli avaient été effacés des registres. Elliot fixa à nouveau la facture, cet ordre de travail, 781 restrict. Ce n'était pas juste un code de chantier, c'était comme un avertissement, comme si, même à l'époque, quiconque avait commandé ces travaux savait qu'il devait rester enfoui. Elle s'appelait Georgia Lane, une conductrice de bus scolaire à la retraite qui avait vécu à Darlow toute sa vie. Elliot avait trouvé son nom plus tôt dans le dossier de la police. C'était la femme qui avait appelé la station vers minuit le 7 octobre 1981 pour demander si elle y avait laissé son sac à main. C'était un appel bref, sans rien d'alarmant à l'époque. Mais Elliot ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle avait entendu plus qu'elle ne le réalisait. Il se rendit à sa maison juste à l'extérieur de la ville, une modeste demeure de plain pied avec un porche incliné et des carillons qui se balançaient dans la brise de fin d'après-midi. Georgia ouvrit la porte avec un déambulateur et un regard perçant. Elle l'invita à entrer après avoir entendu le nom de David. « Je connaissais David. Je connaissais sa sœur aussi, » dit-elle. Des garçons adorables, tous les trois. Partis comme ça d'un coup. Ils s'assirent dans la cuisine. Elliot expliqua ce qu'il avait trouvé. La trappe, la cassette, les photos. Georgia ne sembla pas surprise. Mais quand il mentionna l'appel téléphonique, son expression changea. « Je n'ai jamais tout dit aux flics, » dit-elle doucement. « Je ne voulais pas passer pour une folle. » Elle but une gorgée de son thé, puis se pencha. Quand j'ai appelé, un homme a répondu. Pas un jeune, une voix grave. Il n'a pas dit son nom. J'ai demandé pour mon sac, et il a dit « Nous n'avons rien vu, madame, mais je garderai l'œil ouvert. » Très poli, mais distant. Puis j'ai entendu quelque chose en arrière-plan, un bruit de cognement, comme du métal contre du métal. Puis une voix, pas près du téléphone, plus loin, qui semblait effrayée. Elle a dit « Ne... » Et puis la ligne a été coupée. Le stylo d'Elliot se figea. « Vous êtes sûr que ce n'était pas du grésillement ?» Georgia secoua la tête. « Non, mon petit. C'était la voix d'un homme, réel, paniqué, comme s'il était sur le point de dire quelque chose d'important. Et puis, ça a coupé net, comme si quelqu'un avait raccroché pour lui. » Elle marqua une nouvelle pause, puis ajouta « J'ai attendu qu'on me rappelle. Jamais eu de nouvelles. J'ai dit à la police que j'avais entendu du bruit, mais je n'ai pas parlé de la voix. Je me suis dit que ça n'aurait pas d'importance. » Mais c'était pourtant le cas. Et cela signifiait qu'au moins un des hommes, peut-être même les trois, était encore en vie, et probablement séquestré,
pendant que la station-service était ouverte et en activité. Ils ne s'étaient pas volatilisés. Ils étaient toujours là, en dessous, tandis que la caisse restait ouverte et les lumières allumées. Quelqu'un d'autre était à l'étage et répondait au téléphone. Cette nuit-là, Elliot retourna chez sa tante et se mit à réexaminer les vieilles photos qu'il avait sorties de la boîte du grenier. Il les avait déjà parcourues, des clichés de David avec des amis, derrière la caisse, en train de fumer à l'arrière. Mais une photo en particulier n'avait pas retenu son attention jusqu'à présent. Elle avait été prise juste devant la station. 3 hommes, en uniforme golf, se tenaient près des pompes, les bras croisés, l'air détendu. Elle était datée du 5 octobre 1981, 2 jours avant leur disparition. David était au milieu, Tommy à gauche, Mark à droite. Derrière eux, la porte du garage était ouverte, révélant un aperçu sombre du mur du fond de la station. Elliot zooma. Au début, cela ne ressemblait à rien, juste l'intérieur obscur d'une baie de maintenance. Mais dans le coin inférieur de la photo, presque dissimulé par un reflet, se trouvait un rectangle. Une découpe dans le sol en béton, au bord net. Une forme trop parfaite pour être naturelle. Il améliora la photo sur son ordinateur portable. Le reflet s'estompa juste assez pour laisser apparaître ce qui ressemblait à un loquet en métal. Petit, mais bien là. Et juste à côté, un pied. Pas celui de l'un des employés. Les autres portaient des baskets tachées d'huile. C'était une chaussure de ville noire, cirée, à bout pointu, à peine visible dans le cadre. Elliot se tenait juste à l'intérieur du garage pendant la photo. Il les regardait. Elliot retourna la photo. Pas de légende cette fois, juste la date. 5 octobre 1981. Mais maintenant, il avait 2 certitudes. Premièrement, la trappe n'était pas un simple mystère découvert en 2021. Elle avait été là depuis le début, visible même, si l'on savait où regarder. Deuxièmement, quelqu'un d'autre était présent lorsque cette photo avait été prise. Quelqu'un qui n'avait rien à faire là, quelqu'un qui restait dans l'ombre. Elliot fixa la chaussure. Ce n'était pas celle d'un mécanicien, ni d'un employé. C'était le genre de chaussure que porte un homme qui ne veut laisser aucune trace de son passage. C'était presque une pensée secondaire. En vérifiant à nouveau la boîte du grenier chez sa tante, Elliot ouvrit un reçu plié, niché entre 2 vieilles fiches de paye. Il était daté du 2 octobre 1981 et provenait de chez Anderson Supply, une quincaillerie de Darlow qui avait fermé à la fin des années 90. Le reçu indiquait 3 articles achetés en espèces. Une lampe de poche, une bombe de WD-41, un crochet de trappe et un kit de charnière. Rien que ça aurait été suspect, compte tenu de la porte cachée trouvée sous la station. Mais ce qui attira l'attention d'Elliot, ce n'étaient pas les articles. C'était ce qui était écrit au dos. L'écriture était celle de David, nerveuse, rapide, tracée au stylo à billes noir. Mais les mots n'avaient pas de sens immédiat. 4 tours à gauche de la lumière. Tapez 2 fois, puis poussez. 12 pouces vers l'intérieur, 4 vers le bas. Les chiffres mentent, pas les noms. Si ce n'est pas fermé, n'entre pas. Elliot dévisagea l'étrange message. Était-ce une énigme, un code, des instructions? La phrase « Les chiffres mentent, pas les noms » résonnait dans son esprit. Il pensa au chiffre 4 écrit sur le mur de la pièce scellée, aux traits gravés dans le béton, au badge nominatif d'E-Rourke, laissé comme une signature. David essayait-il de laisser une piste? Il apporta le reçu à un ami, un cryptographe à la retraite qui avait travaillé sur le décryptage de codes pendant la guerre froide. Après 1 heure d'étude, l'homme se pencha en arrière et dit « Ce n'est pas un code au sens traditionnel du terme. C'est un ensemble d'instructions physiques, une séquence, tour à gauche, taper, pousser, probablement des instructions pour accéder à quelque chose de mécanique. 12 vers l'intérieur, 4 vers le bas, peut-être des pouces pour un panneau mural, une porte. » Il entoura la dernière ligne. Cette partie-là, si ce n'est pas fermé, n'entre pas. C'est un avertissement. Quoi qu'il ait trouvé, il ne lui faisait pas confiance. Elliot photographia la note et l'ajouta à son dossier.
Il ne savait pas encore ce que 12 vers l'intérieur, 4 vers le bas pouvaient bien ouvrir. Mais il commençait à comprendre. La station-service n'était pas le secret, elle n'en était que le couvercle. À ce stade, Elliot manquait de temps. Il avait déjà abusé de la patience des fonctionnaires du comté qui lui avaient permis d'accéder à la propriété. S'il voulait découvrir ce qui se cachait sous cette dalle de béton, il devait le faire rapidement. Il se tourna donc vers le seul endroit que personne n'avait pris la peine de vérifier en 40 ans, les archives du service des eaux de Darlow. Dans les années 80, une grande partie du Missouri rural fonctionnait avec des systèmes d'égouts obsolètes, certains creusés à la main et entretenus par des entrepreneurs privés. Les structures plus grandes, comme les stations-service, étaient souvent construites par-dessus d'anciennes infrastructures, surtout dans les petites villes où la réutilisation des terres était courante. Avec l'aide d'un employé des services publics à la retraite nommé Dennis Pike, Elliot dénicha au sous-sol un rouleau de plans datant de 1952, montrant le débit de l'eau et la disposition des égouts pluviaux. Et ce qu'ils trouvèrent les laissa tous les deux glacés d'effroi. Juste en dessous du site actuel de la station Gulf, passait un tunnel préexistant étiqueté « Accès tempête secondaire », fermé en 1964, non scellé. La ligne montrait un puits horizontal d'environ 1,50 m de large, descendant en pente vers le bord de la propriété. Il était relié à 2 conduits verticaux, tous deux marqués comme scellés, mais sans date ni trace de leur fermeture. Et là, juste à l'est du bâtiment principal de la station-service, se trouvait un léger cercle rouge dessiné au crayon, qui ne faisait pas partie du plan original, ajouté plus tard. Il était estompé. À côté, les lettres NEPASCREUSER. Dennis le fixa longuement. « Ce n'est pas un marquage de service public, dit-il. C'est un avertissement laissé par quelqu'un après coup. Ce crayon rouge, c'est un code d'entrepreneur. Quelqu'un a trouvé quelque chose qu'il n'était pas censé trouver et l'a marqué discrètement. » Elliot traça le chemin du tunnel pluvial jusqu'à la pièce scellée trouvée sous la dalle. La correspondance était presque parfaite. Mais si ce puits avait été construit dans les années 50 et fermé dans les années 60, cela signifiait que ce qui se trouvait sous la station Gulf était antérieur à la station elle-même, et que quelqu'un le savait et avait choisi de construire par-dessus malgré tout. Il était un peu plus de 2 heures du matin quand Elliot retourna sur le site. Il attendit le couvert de la nuit, non pas parce qu'il faisait quelque chose d'illégal, mais parce que ce qu'il s'apprêtait à faire ne devait être vu de personne. Il n'apporta que le nécessaire. Une lampe de poche, des gants, le magnétophone à cassette et une copie de la note de David. 4 tours à gauche de la lumière. Tapez 2 fois, puis poussez. 12 pouces vers l'intérieur, 4 vers le bas. Il descendit une nouvelle fois dans la chambre scellée, celle sous la trappe en acier installée par l'équipe de construction. Cette fois, il n'était pas là pour inspecter des preuves. Il était là pour suivre des instructions. Partant de l'échelle, Elliot regarda vers le mur du fond. C'est là que la poussière était la plus fine, là où se trouvaient les éraflures, et c'est là qu'il le trouva, un panneau encastré dans le mur de béton, très légèrement désaligné. Il se plaça devant la lampe de poche montée sur la poutre du plafond, le seul équipement moderne présent. Elle ne faisait pas partie de l'espace d'origine, mais la lumière mentionnée dans la note de David n'était pas littérale. C'était simplement un point de départ. Il pivota sur sa gauche, faisant 4 pas complets. Face au mur, il s'accroupit. Il tapa doucement sur la surface, 1 fois, 2 fois. Le son était sourd, solide. Puis il poussa. Rien. Mais quand il se mit à genoux et mesura 12 pouces depuis le coin et 4 pouces vers le bas, il la vit. Une minuscule poignée rouillée intégrée au ras du béton, couverte de crasse, presque invisible. Il tira. Au début, rien ne bougea. Puis il y eut un clic métallique sec, si soudain qu'il sursauta. Le panneau se décala légèrement plus qu'il ne s'ouvrit. Derrière, un passage de la taille d'un conduit de ventilation, descendant en pente raide. L'air qui s'en échappa était vicié et sec, mais sans odeur de moisi. Pas d'odeur d'animal. Pas de pourriture. C'était un air vide,
préservé. Il rampa à l'intérieur, la lampe de poche tremblant légèrement dans sa main. Le tunnel étroit tournait une fois, puis une autre. Il sentait la pente s'accentuer progressivement, le menant sous la chambre où il se trouvait juste avant. Il n'était plus dans la station-service. Il était en dessous. Et ce qu'il trouva ensuite allait tout changer. Les 3 passages débouchaient sur un vide plus grand. Pas tout à fait une pièce. Pas tout à fait un tunnel. L'endroit semblait avoir été creusé. Pas construit. Le béton laissait place à la terre brute et à la pierre. Le faisceau de la lampe de poche traversait une poussière si épaisse qu'elle ressemblait à du brouillard. Il fit un pas à l'intérieur, puis un autre. Le sol était en terre battue, et l'air avait une faible résonance, comme si tout l'espace respirait. Elliot s'arrêta. Les murs portaient des marques, pas des symboles, pas des mots, juste des griffures, des centaines, tout le long du périmètre, horizontales, frénétiques, faites avec quelque chose de métallique, à en juger par les reflets occasionnels. Il vit un pied de biche rouillé dans un coin, son extrémité tordue et émoussée. Quelqu'un avait essayé de creuser pour sortir. Mais ce n'était pas la pièce scellée qu'il avait visitée plus tôt. Celle-ci était plus ancienne, plus profonde, et bien mieux cachée. Contre le mur du fond, il vit une structure en bois, à moitié effondrée, comme une couchette ou une palette de fortune. À côté, une caisse en métal, partiellement enterrée, et une bouteille en verre, brisée depuis longtemps. Mais ce qui l'attira, c'était le centre de la pièce. Une parcelle de terre circulaire, parfaitement lisse, anormalement sombre, comme si le sol avait été brûlé ou altéré. Aucune marque d'outil, aucune empreinte de pas, juste le vide. Elliot s'agenouilla à côté et éclaira le sol. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'incrusté dans la terre. Un petit badge d'identification, fissuré, usé par le temps, et toujours accroché à une chaîne rouillée. Il le dégagea. Mark Donnelly. C'était vrai. Les hommes disparus avaient été ici. Pas seulement dans la pièce du haut, pas seulement près de la trappe. Ici, enterrés sous tout le reste. Il ne dit rien à voix haute. Il n'y avait personne pour l'entendre. Mais il savait ce que cela signifiait. La chambre scellée à l'étage, ce n'était qu'un lieu de détention temporaire. C'est ici qu'on les avait emmenés, et la vraie question n'était plus seulement de savoir qui les avait amenés ici, mais depuis combien de temps cet endroit existait-il, et qui l'avait construit. Elliot quitta la chambre juste après le lever du soleil. Il ne dormit pas, ne mangea pas. Il conduisit, directement à la bibliothèque du comté, où les archives conservaient encore des documents papier datant du début du XXe siècle. Pas les résumés numérisés, les vrais dossiers, des coupures de presse jaunies, des rapports d'application des règlements écrits à la main, et même des bobines de microfilms de la presse locale d'une époque où Darlow n'était guère plus qu'un point sur la carte. Son objectif était clair maintenant. Découvrir si quelque chose de semblable s'était déjà produit. Et puis il le trouva, niché dans une boîte marquée « Incidents civils divers ». Une déclaration dactylographiée datée du 12 juillet 1953, provenant d'un ouvrier de la maintenance ferroviaire nommé Frank Behrens. Le rapport avait été déposé à la mairie après que Frank eut failli se blesser lors d'une inspection de routine près de la limite ouest de la ville. Il décrivait être tombé de près de 2 mètres dans une fosse non signalée, partiellement dissimulée sous des broussailles et des planches de bois. À l'intérieur, disait-il, se trouvait une chambre aux murs de pierre, vide mais trop précise pour être naturelle. Le géomètre du comté enquêta et rejeta l'affaire, qualifiant le trou de fondation effondré d'un vieux fumoir. Mais Behrens n'était pas convaincu. Une semaine plus tard, il soumit une note de suivi, griffonnée à la main au bas du formulaire. Trop profond pour un fumoir. Les murs étaient lisses. On aurait dit que quelqu'un l'avait fait pour garder des choses à l'intérieur, ou pour en empêcher de sortir. Le site fut discrètement comblé plus tard ce mois-là. Pas d'enquête, pas de photos. Et c'était tout.
Elliot se renversa sur sa chaise. Près de 3 décennies s'étaient écoulées entre cet incident et les disparitions de la station-service. Et pourtant, les détails, des espaces scellés, des murs lisses et un silence total par la suite, étaient troublants de familiarité. Il cartographia l'ancien site ferroviaire et le superposa au plan moderne de Darlot. La chambre de 1953 se trouvait à environ 1 kilomètre de la station Gulf. Une ligne droite entre les deux passerait par 3 terrains résidentiels, une étendue boisée et, plus intéressant encore, l'ancien bâtiment de la coopérative céréalière, fermé depuis 1971 pour instabilité structurelle. 3 lieux scellés, à 3 décennies d'intervalle. Les mêmes schémas souterrains. Quoi que ce fût qui se trouvait sous la station-service en 1981, ce n'était pas apparu par hasard. Toujours aux archives, Elliot consulta les registres scolaires locaux de la même période. Non pas qu'il s'attendît à des réponses, mais parce que Mercer avait mentionné quelque chose d'étrange lors de leur conversation sur le porche. La semaine où ces hommes avaient disparu, le lycée avait organisé un exercice d'incendie au milieu de la nuit. Personne n'en parlait. Il l'avait juste fait. Ce détail n'avait jamais eu de sens, jusqu'à maintenant. Et, bien sûr, enfoui dans les archives d'octobre 1981, il le trouva. Un exercice d'évacuation d'urgence programmé en dehors des heures de cours, mené le 6 octobre, la nuit avant la disparition des employés de la station-service. Tenu à 1h30 du matin. Il n'y avait aucune explication quant à la raison d'un tel exercice à une heure pareille. Pas d'alerte météo, pas de tests électriques, pas de précédent. Juste une liste d'élèves et de membres du personnel qui s'y étaient présentés, tous marqués comme présents. Et, curieusement, un élève avait été excusé plus tôt, quelques minutes avant le début de l'exercice. Timothy Kessler. Elliot cligna des yeux. Kessler. Le même nom de famille que Jack Kessler, le gérant de la station en 1981. Celui qui avait donné l'interview enregistrée et avait ensuite refusé de parler à nouveau. Elliot consulta le dossier de l'élève. Timothy Kessler, 17 ans. Le fils de Jack. Le dossier ne montrait aucun problème disciplinaire. De bonnes notes. Un emploi à temps partiel indiqué. Station Gulf, route 6. Le même endroit. Selon le dossier, Timothy était parti plus tôt pour une affaire de famille. Pas plus de détails. Ainsi, la nuit précédant la disparition, le fils du gérant, qui travaillait à la station-service, avait quitté un exercice scolaire nocturne plus tôt. L'équipe de la station prévoyait d'ouvrir la trappe derrière le terrain. Et moins de 24 heures plus tard, les 3 hommes avaient disparu. Elliot resta immobile un long moment, essayant de faire taire la théorie qui se formait dans son esprit. C'était impossible. Mais c'était trop logique. Et si l'exercice d'incendie n'avait pas pour but d'évacuer? Et si c'était une diversion? Il était tard dans l'après-midi quand Elliot se retrouva garé devant la résidence des Kessler. La maison se trouvait à la périphérie de la ville. Une modeste maison de plain-pied avec un revêtement beige et une pelouse qui semblait trop parfaitement tondue pour être naturelle. Un moulin à vent tournait paresseusement dans la brise. Pas de voiture dans l'allée, mais une lumière était allumée sur le porche, même si le soleil n'était pas encore couché. Jack Kessler, l'ancien gérant de la station, avait depuis longtemps cessé de donner des interviews. Après les disparitions de 1981, il n'était resté à Darlot que quelques années avant de partir discrètement et de prendre une retraite anticipée. La rumeur disait qu'il avait eu un AVC au milieu des années 2000 et n'avait pas parlé publiquement depuis des décennies. Mais Elliot n'était pas là pour voir Jack. Il était là pour Timothy. Maintenant, au début de la soixantaine, Timothy Kessler était retourné à Darlot il y a quelques années pour s'occuper de son père vieillissant. Il vivait toujours dans la maison, conduisait toujours le même pick-up bleu délavé des années 90 et, selon le greffier de la ville, avait été l'une des premières personnes sur le site de la station-service le matin où la chambre souterraine avait été découverte. Elliot frappa. L'homme qui répondit était calme, mince, et plus lent qu'il ne l'avait probablement été. Ses cheveux s'étaient clairsemés et son visage était marqué, non seulement par l'âge,
mais aussi par un fardeau. Ils restèrent silencieux un instant avant qu'Elliot ne parle. « Je suis le neveu de David Rourke. » Le nom eut l'effet d'un coup de poing. La bouche de Timothy tressaillit légèrement, puis se figea. Il n'invita pas Elliot à entrer, mais il ne ferma pas la porte non plus. « Vous déterrez quelque chose qui n'aurait jamais dû être découvert, » dit-il d'un ton plat. « Il y a une raison pour laquelle la station a été ensevelie, une raison pour laquelle les gens sont passés à autre chose. » Trois hommes ne sont pas passés à autre chose, répliqua Elliot. Et il faut que quelqu'un me dise pourquoi. Les yeux de Timothy s'assombrirent. Parce qu'ils sont allés là où ils n'auraient pas dû, et mon père a essayé de garder l'endroit scellé. Elliot sentit un frisson lui glacer les os. Est-ce qu'il était au courant pour la chambre? Il ne l'a pas construite, dit Timothy, mais il savait qu'elle était là, tout comme les autres le savaient. Vous croyez être le premier à essayer d'ouvrir cette trappe? Vous ne l'êtes pas. Ils ont essayé avant, en 71, en 64. Ça ne finit jamais bien. Alors que s'est-il passé cette nuit-là? Une longue pause. Il leur a donné une chance de s'en aller. Ils ne l'ont pas saisi. Sur ces mots, Timothy ferma la porte. Elliot resta là une minute entière avant de s'éloigner. Il savait maintenant que les Kessler étaient au courant pour la chambre depuis le début, peut-être pas de ce qu'il y avait à l'intérieur, mais assez pour se tenir à l'écart. Et en essayant d'avertir les autres, ils avaient peut-être choisi le silence plutôt que la culpabilité. L'enveloppe arriva chez sa tante ce soir-là. Pas d'adresse de retour, pas de cachet de la poste, juste son nom, Elliot Crane, écrit en fines lettres capitales noires sur le devant. À l'intérieur se trouvait une seule photocopie d'une note de service de la police, estampillée « Confidentiel » et datée du 20 octobre 1941, 13 jours après la disparition. L'objet était « Examen interne de l'affaire de la station Golf, résumé de terrain » du lieutenant Monroe. Le rapport était court, 2 paragraphes, mais il changeait tout. Le 17 octobre, la 3e inspection du site de la station Golf n'a révélé aucune nouvelle preuve. La chambre d'entrée originale a été confirmée, mais aucune recherche plus approfondie n'a été menée au-delà du niveau du sol. Les préoccupations soulevées par l'adjoint Mercer concernant une configuration souterraine ont été rejetées. Recommandation: clôture complète de l'enquête, en attente de reclassement en disparition inexpliquée. Mais c'est le 2e paragraphe qui glaça le sang d'Elliot. Demande de Kessler, gérant, de retarder la démolition du terrain arrière. Refusé. Solution alternative proposée par le service d'urbanisme. Sceller la chambre existante avec du béton armé, pas de communiqué de presse, et transfert permanent de l'acte de propriété au comté de Darlow. Une note interne suggère que c'était la méthode privilégiée pour décourager l'exploration urbaine et la responsabilité future. C'était là, la preuve d'un ensevelissement délibéré. Ils savaient. Ils n'avaient pas seulement trouvé la chambre en 1951, ils avaient débattu de la manière de la gérer. Et au lieu de creuser plus loin, au lieu de chercher ce qui avait pu arriver aux 3 hommes, ils avaient coulé du béton par-dessus et étaient partis, l'enterrant littéralement. Non pas parce qu'il n'y avait rien en bas, mais parce qu'il y avait quelque chose. Et ils ne voulaient pas que quelqu'un d'autre le trouve. Elliot tenait l'enveloppe dans ses mains, fixant le tampon en haut de la note. Ne pas copier, interne seulement. Quelqu'un l'avait copié, et ce quelqu'un voulait qu'il continue de creuser. La note de service avait confirmé ce qu'Elliot soupçonnait déjà. Ils avaient scellé la chambre, non par ignorance mais par peur. Et plus important encore, ils avaient choisi de ne pas regarder plus loin. Mais maintenant, Elliot ne pouvait plus s'arrêter. Il retourna une fois de plus au registre de propriété, en particulier aux anciens schémas de construction et aux plans des services publics d'avant la construction de la station-service en 1970. Et c'était là, dissimulé dans les marges d'un plan d'arpenteur, un segment déconnecté du réseau de tunnels pluviaux, sans entrée ni sortie,
Juste un vide rectangulaire portant la mention cavité DNR2 avec une note manuscrite en dessous. Accès interdit, aucune trace d'utilisation. Elliot l'avait manqué auparavant. Tout le monde l'avait manqué. Mais maintenant qu'il savait quoi chercher, c'était évident. La chambre scellée n'était pas la pièce cachée. C'était l'une d'entre elles. Et juste à l'est de la dalle d'origine, à 6 mètres sous terre, se trouvait une seconde structure, jamais cartographiée en surface. Aucun vide sanitaire, aucune trappe, aucun moyen d'entrer, à moins de savoir où chercher. Cette nuit-là, il retourna sur le site, cette fois avec un seul objectif, trouver le point d'entrée de DNR2. Il lui fallut près de 4 heures. Il sonda le terrain arrière, arpenta chaque mesure, vérifia à nouveau les plans. Puis finalement, derrière le poteau de soutien rouillé de l'auvent effondré de l'ancienne station-service, il l'entendit. Un écho creux sous sa botte. Il gratta la terre, révélant une plaque d'acier couleur rouille, soudée au sol, sans charnières apparentes. Il n'y avait pas de poignée, pas de vis, juste une jointure. Elle semblait n'avoir pas été touchée depuis 40 ans, et en dessous, si le plan disait vrai, se trouvait quelque chose que personne n'avait vu depuis la nuit où David, Tommy et Mark avaient disparu. Cela lui demanda des outils, du temps et plus de force qu'il ne se croyait capable d'en avoir, mais peu après 3 heures du matin, il réussit à soulever le panneau. L'air qui s'en échappa était sec, mais pas vicié. Il avait un poids, comme s'il avait retenu son souffle. Une échelle plongeait dans les ténèbres. Ce n'était pas un vide sanitaire en béton, ni un tunnel grossièrement creusé. Les murs étaient lisses, conçus avec soin, et parcourus de fines nervures métalliques. Ni militaires, ni commerciales. Du sur-mesure. Elliot descendit. La chambre inférieure était plus froide que les autres, et plus silencieuse. Pas de bourdonnement électrique de la surface. Pas de goutte à goutte de condensation. Juste le silence, profond et total. Il balaya la pièce de sa lampe de poche. Elle était plus grande que la précédente, près de 6 mètres de large sur 3 de haut. La poussière recouvrait le sol, intacte. Mais de l'autre côté, contre le mur d'acier, il y avait quelque chose d'incontestable. Une chaise boulonnée au sol, des menottes de contention pendant aux accoudoirs, un projecteur au-dessus. Ce n'était pas policier, ni médical. C'était du confinement. À côté de la chaise se trouvait une étroite table en métal. Dessus, un carnet, dont les pages étaient collées par le temps et l'humidité, mais une était encore lisible. Il y était griffonné, en lettres capitales. Ne lui parlez pas, ne répondez pas. S'il se souvient de votre nom, partez immédiatement. Le souffle d'Elliot se coupa. Il regarda à nouveau la chaise, le projecteur, les chaînes. Ce n'était pas un endroit pour garder des gens. C'était un endroit pour retenir autre chose. Quelque chose qui pouvait écouter. Quelque chose qui pouvait parler. C'est alors que sa lampe de poche faiblit légèrement, sans s'éteindre, juste un clignotement, une pulsation. Il vérifia les piles, elles étaient neuves. Le faisceau se stabilisa. Mais en se retournant vers l'entrée, la lumière attrapa quelque chose qu'il n'avait pas vu. Sur le mur, derrière la chaise, gravées dans le métal, 3 lettres. Dr. David Rourke. Et en dessous, griffonné faiblement, presque comme une pensée tardive. Nous n'étions pas seuls. Elliot passa le jour suivant dans un état second. La chaise, les menottes, le message sur le mur, tout cela pointait vers quelque chose de bien pire qu'une disparition non résolue. Ce n'était pas de la simple négligence, ni une dissimulation pour protéger une réputation ou éviter une responsabilité. C'était un confinement délibéré, et quelqu'un, peut-être les hommes qui avaient scellé la pièce, savait exactement ce qu'ils enfermaient là-dedans. Mais qu'avait trouvé l'équipe de la station-service? Pourquoi était-il entré dans cet espace? Elliot retourna une fois de plus à la boîte dans le grenier. Carnet, reçu, photographie, et cette même vieille cassette, celle que Tommy avait enregistrée avant la disparition. Il l'avait déjà écoutée une fois,
Mais maintenant, avec un regard neuf, il remarqua quelque chose d'étrange. La face B de la cassette n'avait jamais été lue. Il avait supposé qu'elle était vierge, un reste de l'époque où les cassettes se retournaient automatiquement. Mais maintenant, chaque détail comptait. Il ramena la cassette au laboratoire du collège communautaire ce soir-là et l'inséra dans le lecteur. Phase B. La bande s'anima, statique, puis du mouvement. Pas de paroles, juste des bruits de pas. 3 paires de pas, à en juger par le son, étouffé, résonnant. Une voix se fit entendre. C'était encore Tommy. « Ok, on est à la trappe. Marc va l'ouvrir. David à la lampe. » Puis un choc métallique. Le bruit d'un loquet qui s'ouvre, suivi d'un lourd grincement. D'autres pas, puis le silence. Elliot se pencha, augmentant le volume. Une autre voix, lointaine. « David. Il y a quelque chose de gravé sur le mur. Je n'arrive pas à lire. C'est récent. Tommy. Cet endroit est plus grand qu'il n'y paraît. Le sol est différent, plus lisse, du béton peut-être. Attends, Marc, qu'est-ce que c'est ? Une pause. Un bruit de grattement, puis une respiration, tendue, mal à l'aise. Puis la voix de Marc, basse et tremblante. Ce n'est pas vide. Le son a vacillé un instant. Un cliquetis étrange et rythmé en arrière-plan. Tommy, tais-toi, tu entends ça ? David. Je crois que ça vient de l'autre côté du mur. Puis une voix, mais pas la leur. Quelque chose de doux, de mécanique mais suffisamment humain pour paraître anormal. Un murmure, pas très clair, mais Elliot put distinguer une phrase répétée 2 fois. « Tu es revenu pour moi ?» Un fracas soudain. Des cris. Du mouvement. La panique. Puis de la statique. Et la bande s'arrête. Elliot resta assis dans le laboratoire sombre, passant et repassant la cassette. Chaque fois qu'il atteignait la phrase murmurée, l'effet était le même. Comme un pic à glace entre les côtes. « Tu es revenu pour moi ?» Pas un cri, pas une menace, une question. C'est ça qui le hantait le plus. Si la voix avait été violente, en colère, monstrueuse, cela aurait eu un sens. Mais là, elle semblait consciente, intelligente et seule. Il sortit à nouveau le carnet, celui qu'il avait trouvé près de la chaise de confinement. Bien que la plupart des pages soient détruites, il avait réussi à en décoller quelques-unes. L'une d'elles, datée du 5 octobre, contenait une observation glaçante. Il réagit au déclencheur de mémoire, nom, lieu, odeur. Une fois qu'il commence à parler, il ne faut pas interagir. Il accélère la cognition. Une autre page, à l'écriture plus tremblante. Il imite les voix des gens qu'il entend. Il ne comprend pas la mort. Il n'arrête pas de demander où sont les autres. Il pense qu'ils sont toujours là. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. David, Tommy, Marc. Ils n'étaient pas simplement tombés sur une pièce scellée. Ils avaient réveillé quelque chose. Quelque chose laissé derrière. Ou enterré, pour des raisons oubliées depuis longtemps. Quelque chose doté d'une voix. Et quand ils ont répondu ne serait-ce qu'une fois, il a appris. Elliot ferma le carnet et murmura à voix haute, comme pour sentir le poids des mots dans l'air. Nous n'étions pas seuls. Il y croyait maintenant. Pas métaphoriquement, pas émotionnellement, littéralement. Quelque chose d'autre était là en bas cette nuit-là, et quelqu'un s'était donné un mal incroyable pour que personne ne le retrouve jamais. Elliot ne dormit pas cette nuit-là. Le carnet, la chaise, la voix sur la bande. Tout cela formait une image à laquelle il n'était pas préparé. Il n'avait pas découvert un complot ou une dissimulation pour le profit ou la honte. Il avait mis au jour une décision, prise 40 ans plus tôt, lorsque 3 hommes avaient disparu et que quelqu'un avait choisi le silence plutôt que la révélation.
un choix avec lequel les habitants de la ville vivaient depuis. Il rencontra l'adjoint Mercer, à la retraite, une dernière fois. Il lui parla de la seconde chambre, lui fit écouter l'enregistrement. Mercer resta immobile tout le temps, puis, doucement, il ouvrit un tiroir de cuisine et en sortit une enveloppe jaunie. À l'intérieur se trouvait une photo granuleuse en noir et blanc, manifestement ancienne. Elle montrait la fosse des fondations pendant la construction de la station-service en 1970. Des ouvriers en casque, des barres d'armature sortant de la terre. Mais au bas de l'image, à peine visible, il y avait une trappe, déjà là, ancrée dans la terre, bien avant que le moindre béton ne soit coulé. J'ai essayé de montrer ça au capitaine à l'époque, dit Mercer. Il a dit que c'était un jeu de lumière, que j'avais besoin de repos. Elliot fixa la trappe. C'était la même taille, la même forme. Il n'avait pas simplement construit dessus par accident. Il l'avait choisi. Cette nuit-là, de retour au motel, Elliot étala tout sur la table. Photos, rapports, la cassette, la note codée et le plan d'arpentage montrant DNR2. Puis, il prit son enregistreur et se posa la même question, 3 fois. Qu'est-ce qui se passe si je révèle tout ça? Qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Qu'aurait fait David? Et quelque part, dans le silence entre ces questions, il comprit la vérité. Il n'y avait pas de bonne réponse, seulement des conséquences. Elliot quitta Darlow le lendemain matin. Il ne dit pas au revoir à sa tante, non par manque d'envie, mais parce qu'il ne voulait pas l'impliquer davantage. Il laissa la boîte de preuves à l'adjoint Mercer, avec des copies de tout. Les photos, la cassette, les plans, même l'audio de la FaceB. Il fit 2 copies supplémentaires. L'une fut envoyée par la poste à un ami journaliste à Chicago, avec une note. « Si je ne te contacte pas dans les 30 jours, publie tout, tel quel. » Et la troisième, il la garda avec lui. 2 semaines plus tard, il enregistra sa dernière entrée de journal depuis un motel au bord de la route, près de la frontière de l'Arkansas. 18 octobre 2021. Je suis allé aussi loin que je le pouvais. La cassette est authentique. Les chambres sont réelles. Et quoi qu'ils aient trouvé là-dessous, c'est toujours scellé. Je ne sais pas si c'est vivant. Je ne sais même pas si ça a un jour été techniquement humain. Mais ça s'est souvenu du nom de David. Et ça veut dire que ça se souvient des autres. Si vous entendez ceci, n'allez pas chercher, ne creusez pas. N'essayez pas de prouver que j'ai raison. Car certaines vérités ne veulent pas être découvertes. Certaines ne font qu'attendre. L'enregistrement s'arrête là. Pas de signature. Pas de suite. Juste le bourdonnement du silence de la pièce et un son à peine perceptible en arrière-plan. Un murmure. Trop faible pour être distingué. Mais si l'on écoute attentivement, on dirait presque qu'il dit « Tu es revenu pour moi ?» Il y a 40 ans, 3 hommes ont disparu sans laisser de traces. Et ce qu'ils ont pu découvrir sous cette station-service n'aurait jamais dû être trouvé. Les preuves ont été enterrées, la chambre a été scellée, et les rares personnes qui connaissaient la vérité ont choisi le silence plutôt que les réponses. Mais aujourd'hui, les fissures commencent à apparaître. Si ce qu'ils ont entendu là-dessous était réel, si quelque chose parlait, alors nous devons nous demander combien d'autres étaient au courant, combien de pièces comme celle-ci sont encore cachées. Et plus important encore, que se passera-t-il si quelqu'un décide d'en ouvrir une à nouveau? Car certaines choses ne restent pas enterrées. Elles attendent.